À toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cet après-midi d'échanges, de discussions et ensuite de démonstrations de pâtisserie. Il y a déjà des équipes qui sont en train de s'affairer, donc vous allez avoir le show en même temps qu'on parle. Je suis ravie de vous voir si nombreux et nombreuses pour cette thématique qui est un peu provoque. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes venus, vous vous dites qu'il y aura de l'action. En tout cas, il y aura beaucoup de discussions et d'échanges. C'est pour ça qu'on est là sur le Food Forum pendant ces 3 journées. Je suis Lorraine Petit, je suis journaliste indépendante et animatrice. Je voulais commencer en introduisant cette table ronde sur le marketing et les chefs, en rappelant que la surmédiatisation des chefs de ces dernières années s'accompagne forcément d'une part de responsabilité et d'arbitrage entre des partenariats parfois juteux et aussi la protection de son image. On a vu, évidemment, on a en tête Joël Robuchon sur les paquets de Fleury-Michon ou des partenariats entre Thierry Marx et les TGV Inouï que vous connaissez. Mais il y a plus que ça dans les partenariats entre chefs et marques. Et c'est en train aussi d'évoluer. On parle de collaboration, de collab, de collab même, avec des marques qui sortent aussi du secteur de l'agro-industrie pour aller vers des marques du luxe, de la mode, du sportswear, des marques de montres ou de grandes maisons de champagne, par exemple. Donc, on va voir quelles sont les boussoles des chefs et des agents pour s'y retrouver dans ce vaste secteur. Comment on arbitre, merci, et comment on garde éthique et cohérence dans cette équation. Est-ce que les partenariats sont le nouvel incontournable dans le business model des chefs? Est-ce qu'ils sont indispensables pour pouvoir aussi avoir suffisamment d'argent à mettre ailleurs pour notamment se payer un salaire plus correct, payer des salaires, embaucher? Est-ce que ça fait partie d'un nouveau business model? Est-ce que c'est possible de s'en affranchir? On va explorer ces sujets avec Hélène Luzin, agent de chef, autrice culinaire également. Vous pouvez retrouver ses livres dans la partie librairie d'Omnivore. Valentin Rafali, tu es chef du restaurant Livingstone à Marseille. Électron Libre aussi, tu fais beaucoup de collabs, beaucoup d'événements dans le milieu food et aussi un peu ailleurs. On verra dans quelle mesure tu gravites dans tout ça. Adélie Verne, tu es consultante en relations presse et relations publiques à l'agence 14 septembre. Merci à tous les 3 d'être avec moi. On aura un temps d'échange et de questions-réponses, donc gardez bien vos questions pour la fin de la table ronde. Pour commencer, Hélène, tu as un peu pavé la voie au métier d'agent de chef qui n'existait pas, c'est bon, il est allumé, qui n'existait pas au début des années 2010. Et tu t'es lancé en 2012 sur ce segment. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Et comment tu travailles au quotidien? À quoi ça ressemble ton métier? Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. En effet, moi j'ai créé mon agence en 2012 et je souhaite préciser que mon agence ne fait que agent de chef, puisqu'aujourd'hui on voit sur le marché beaucoup d'agences qui font un peu de tout. Moi je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est contrat entre des marques et des chefs. Ça c'est mon premier point qui est très important. Comment j'ai commencé là-dedans? J'ai un papa qui a créé le magazine Le Chef, donc c'est un magazine un petit peu des années 80 qui a été créé. Moi j'étais toute petite, j'avais 4 ans, donc déjà j'adore ce métier, j'adore les chefs, donc c'est quelque chose de très important pour moi, d'aimer ce qu'on fait et d'aimer les gens avec qui on travaille. Et ensuite, j'ai un mari qui est dans le cinéma et qui m'a dit finalement, les acteurs ont des agents, donc il faut que tu montes une boîte d'agents puisque ça n'existe pas vraiment. Ce que j'aimerais juste préciser suite à ça, c'est que, en fait, aujourd'hui, dans les partenariats, il faut bien comprendre qu'il y a 2 types de partenariats. Il y a les types de partenariats images. Donc, par exemple, j'ai Alexandre Couillon qui est l'égérie de Bell & Ross, ou Tom Meyer qui est l'égérie des whisky Macallan. Et il y a des partenariats plus commerciaux. Alors là, ce n'est pas moi qui ai fait ces partenariats, mais je vais vous parler par exemple de Jean Imbert avec Carrefour, qui est en collaboration avec Carrefour, je crois, depuis plus de 10 ans. Donc pour moi, ça, ce sont plus des partenariats commerciaux que des partenariats d'image. Donc j'aimerais bien expliquer ces 2 choses. Ensuite, je voulais juste vous dire, et arrêtez de vous faire rêver, les cachets sont sympas, mais ce n'est pas les cachets des footballeurs. Donc il faut aussi rester... On y reviendra à la question vraiment financière, vraiment l'argent qu'il y a derrière, et dans quelle mesure aussi c'est un peu tabou, mais ça, cette question de l'argent, on y reviendra dans un second temps.
Et donc, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que les chefs, c'est des ambassadeurs, mais c'est des produits périssables. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, parce que les chefs, ils montent en cote d'un coup, et après, ils redescendent aussi. Je veux dire, bon, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est pas évident de durer. Je pense que le plus dur, c'est de durer dans notre milieu. Et la dernière chose, c'est que quand on a un agent, il faut accompagner ces chefs, il faut les aimer, et il faut être tout le temps avec eux, on les connaît par cœur. Et c'est vraiment une relation, je ne veux pas dire amicale, parce qu'il ne faut pas tout mélanger, mais on a des relations vraiment très proches. Et j'aime bien dire que finalement, moi, j'accompagne mes chefs, parce que pour moi, c'est super important. Je ne suis pas un agent qui dit, bon, bah voilà, 100 000 euros, tu me files 20%, salut. Ça, ce n'est pas du tout ma façon de travailler. Ok. Voilà. On développera sur cette idée aussi du lien et de quel est votre niveau de connivence et voire même d'amitié dans certains cas qui se créent entre les personnes que tu accompagnes et toi. Valentin, tu as un micro qui est juste là. Vous avez normalement chacun un micro. Tu es assis dessus. Merci d'être venu et d'être avec nous. Comme je disais, toi, tu es un électron libre et il y a quand même quelqu'un qui a réussi un peu à t'apprivoiser. C'est ton agent Samir. Comment est née votre rencontre? Quel a été le choix l'un de l'autre? Comment il t'a approché? Et à quel moment tu t'es dit, ok, j'en ai besoin en fait de quelqu'un qui m'accompagne dans mes partenariats? Bon, déjà, bonjour à tout le monde. Peut-être tu peux tourner un peu plus vers le public, si tu veux bien. Merci. Je suis un peu timide, du coup, ça m'a arrangé d'être Pardon. dos à vous. Donc Samir, c'est mon agent, effectivement, mais c'est mon pote depuis 8 ans maintenant. Donc Samir, c'est un agent, il est dans la musique. Donc on s'est rencontrés, j'avais 20 ans, 21 ans. Donc j'ai toujours suivi un petit peu ces anecdotes, les aventures qu'il avait, mais c'est des artistes qui sont que dans la musique. T'es le seul de son portefeuille, de personnes qui l'accompagnent dans la gastronomie. Exactement, ouais, je suis le seul. Et ça s'est fait naturellement. Et Sam, c'est un gars qui a été là bien avant le boom, tu vois. Et je pense que la qualité d'un agent, c'est de repérer un profil avant qu'il soit exposé, sinon c'est trop facile. Et je trouve que même que d'être approché pendant ton exposition, tu sais que l'agent ou le RP en question, il en vaut pas la peine, tu vois. Et le jeu, je sais pas si tu vois. Donc ça s'est fait de façon super organique et en fait ça s'est pas vraiment, ça s'est pas réfléchi en fait. Comment il a accompagné donc peut-être que parmi le public, certains t'ont connu avec ton passage à Top Chef, où tu es allé assez loin dans le parcours. Comment il t'a accompagné dans cette aventure et dans la suite? Parce que c'est souvent l'après aussi qui est un challenge. Bah, pendant l'aventure, il peut pas m'accompagner, il n'y a pas de... si j'aime autant Samir, c'est que c'est mon ami, tu vois. Et on arrive à dissocier le travail de notre relation perso, mais... Quoi que je dis ça, non, en vrai, on n'y arrive pas, tu vois. On se voit tout le temps. Donc Top Chef, c'était juste terminer ma journée. Alors, tu as des clauses de confidentialité et tout, mais que j'ai jamais trop respecté avec lui. Et je finis ta journée. Même lui, il était stressé, en fait. Ah bon, pourquoi? Parce que la veille, je lui disais, bon, demain, il y a une épreuve, machin, il savait. Donc, à midi, il m'appelait. Mais il n'y avait pas de bise à ce moment-là. Il voulait juste savoir si ça s'était bien passé, comme ma mère. Au moment de la diffusion, ça s'est passé comment? Pendant... Ah ben c'est là où il y a eu son travail du coup, je veux dire la diffusion, moi je l'ai vécu de... Déjà il y a l'avant-diffusion qui est particulière et le travail d'un agent il existe à ce moment-là, parce que moi j'étais grave flippé d'être exposé. Et je pense qu'un agent il cadre et il amène du contrôle parce que la vérité c'est qu'on décide aussi de où est-ce qu'on veut être exposé, quel plateau télé tu fais, quelle presse t'accepte, tu vois. Donc moi j'ai de la chance, c'est que j'ai un agent qui a de l'expérience et qui est bon, je pense, dans la stratégie, tu vois. Et on a commencé à travailler ensemble et la première question qu'il m'a posée c'est où est-ce que tu veux être dans 2 ans ou dans 3 ans? Et qu'est-ce que tu lui répondais? Bon, j'en sais rien moi gros, je sais pas. Est-ce que tu avais anticipé les partenariats que tu as fait par la suite avec des grandes marques comme Chanel, comme Nespresso? Tu y voyais ça venir ou pas? Ça, je les avais anticipés, mais je les avais anticipés avant de travailler avec Samir. Les partenariats ou les collaborations, que ce soit dans le sport ou dans la mode ou en cuisine, d'abord ça part de nous et c'est l'ambition qu'on veut avoir. Moi je suis d'une génération, je côtoie pas de chefs étoilés, bien que je les respecte, c'est juste pas mon monde, tu vois. Moi je suis du monde du Néo Bistro, des Simone Tondo, des... Après si, il y a des Armand Arnal ou des choses comme ça, mais c'est des gens qui ont collaboré avec le Festival de Cannes et Nespresso.
Et ça, c'était il y a 6-7 ans, et ça me faisait kiffer. Je me disais, mais un jour, j'y serai. Donc un agent, il peut pas se permettre... Enfin, un agent, il perdrait son temps de représenter un artiste qui n'avait pas de vision. La vision, c'est... Je l'injecte, et Samir, il crée une stratégie autour de ça. Mais je pense que c'est ce que Hélène disait, il y a une collaboration entre la... Je veux dire, un artiste, c'est pas un bébé, quoi. Tu vois, et si c'en est un, t'es mort. Et tu penses que pour toi, c'était important que finalement qu'il soit pas dans le milieu Ouais. de la food. C'était important qu'il laisse pas de côté. Ouais. Moi, j'aime bien le milieu de la foot, c'est un monde qui est assez compliqué et il faut être du terrain, je pense, à un moment, tu vois. Ou alors, il faut avoir un entourage qui est du terrain, il faut que ça fasse partie de ta vie. Et si tu l'es à moitié, ça m'intéresse pas. Donc moi, j'aimais bien l'idée d'avoir quelqu'un qui n'était pas du tout, quoi, tu vois. Donc et j'aime bien son analyse. En fait, il me traite comme un artiste musical, quoi, tu vois. Cette Après, je te dis ça, c'est super naïf, hein, j'en sais rien en vrai, tu vois. Non, mais certainement, il a l'habitude des musiciens, il prend sa grille et il la transpose à toi et il s'adapte certainement aussi à ta personnalité et à là où tu veux aller. On va venir après sur la question de la boussole et de justement toi, comment lui dis ça oui, ça non, et lui comment il dit oui ou non. Mais juste avant ça, Adélie, je voulais te donner la parole pour que tu puisses présenter ton métier. Toi, tu viens de la restauration, tu as appris à cuisiner, tu as passé même ton CAP, c'est ça? Tu as fait des études de cuisine et tu m'as dit, je savais faire, quand je suis arrivée à l'agence 14 septembre, j'avais jamais entendu parler ou j'avais jamais fait en tout cas un communiqué de presse. Par contre, je savais faire un fond de veau. Pour toi, c'était un atout. Comment t'as fait le pas aussi entre la restauration et l'agence 14 septembre? Oui, exactement. Donc moi, j'ai un parcours en fait relativement classique dans la restauration. C'est-à-dire que j'ai fait un CAP cuisine, un BTS HR, option art de la table et du service. J'ai tout fait en apprentissage. Ensuite, j'ai même passé un CAP pâtisserie, une licence en design culinaire. Et puis, j'ai travaillé dans plutôt des gastros, plutôt en étoilé. Je suis allée de la brasserie au 3 Mac en passant par le traiteur. Donc j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une vision, somme toute, relativement globale, je pense, de la restauration, du service, de la pâtisserie et de tout ce qu'englobe ce monde-là, dont je suis tombée profondément amoureuse. Et puis le Covid est passé par là, et puis mon fils est passé par là, et puis il a fallu trouver un moyen d'exercer autrement tout en restant dans ce secteur-là qui, moi, est ma passion absolue et dans lequel je ne me vois pas exercer dans un autre milieu, pour le coup. Donc la transition s'est faite un petit peu par défaut et parce qu'il fallait trouver autre chose à faire, encore une fois, en restant dans ce milieu-là. Et étant aussi amoureuse des lettres, de la presse, de l'écriture de façon générale et de tout ce qui touche au chef, mais en allant au-delà des cuisines et en ayant eu quand même ce regard derrière le pass de ce qui se fait à l'extérieur des restaurants, je trouvais la cohérence finalement assez simple de se dire moi je comprends ce monde-là, j'y ai mes attaches, je sais à quelles prérogatives sont confrontés les chefs au quotidien, pourquoi pas les mettre au service justement de ces gens-là. Donc j'ai aussi tout à fait conscience que pour l'agence qui m'a embauchée 14 septembre, c'était pas forcément évident de se dire on embauche quelqu'un qui n'a strictement aucune idée du métier qu'elle va faire, mais on va la former et on va prendre comme atout la connaissance empirique en fait du métier. Et comment ça s'est passé au début? Ça a été le saut dans un nouveau monde, du coup, que je connaissais, mais encore une fois, d'un autre prisme. Après, moi, je suis toujours très attachée à des valeurs qui sont, somme toute, je pense, communes, n'importe quel que soit le métier qu'on réalise, qui sont des valeurs humaines de communication. Il y a une phrase très importante qu'on m'a dit au début quand je suis arrivée, c'est « tu fais un métier de bon sens ». Et s'il y a bien une chose que t'apprend la restauration, l'hôtellerie-restauration, c'est le bon sens, c'est le contact humain, c'est la prise de parole avec les autres et c'est le fait de se sentir proche de son interlocuteur d'une façon ou d'une autre. Donc finalement, en réalité, le métier des relations publiques, je pense que c'est ça. Ouais. Et avec l'agence 14 septembre, vous avez un prisme plutôt du milieu de l'architecture, du design. En quoi il peut y avoir des ponts avec le milieu de la gastronomie, justement dans une vision peut-être un peu moderne de la vision entre les chefs et les marques. Comment vous faites pour
impulser aussi et mettre un peu de ce monde-là dans la gastronomie et dans les clients que tu accompagnes. Tu peux nous donner quelques exemples d'ailleurs? Oui, alors c'est très intéressant parce qu'on a commencé le talk en prenant comme exemple Joël Robuchon, du coup, qui en 87 a commencé sa collaboration que tout le monde connaît, du coup, avec une célèbre marque d'agroalimentaire. Le précurseur, en fait, c'est Michel Guérard avec donc une autre célèbre marque d'agroalimentaire avec Findus, on va dire si Hélène, Citons-les. dans les années 70. Donc en fait, finalement, c'est pas si récent que ça, même si c'était pas forcément autant mis en avant et autant médiatisé. Ou pas de la même manière. Mais pas exactement, pas réalisé de la même manière et pas raconté aussi de la même manière. Parce qu'il y a tout l'enjeu de qu'est-ce que tu veux dire, à qui tu veux le dire et comment tu veux le dire. Donc en fait, finalement, on est sur des enjeux qui sont déjà quand même présents depuis un demi-siècle, qu'on pratique dans le secteur de la restauration. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, pour le coup, Hélène, toi, tu disais que tu scindais les types de collaboration, donc entre la collaboration image et la collaboration commerciale. On peut presque aussi aller plus loin en se disant qu'aujourd'hui, la scission principale, elle se fait entre les collaborations dans l'agroalimentaire ou plutôt dans le secteur artistique, mode, horlogerie. Je sais que, par exemple, tu as fait des collaborations avec des très belles marques d'horlogerie et des chefs, etc. Donc, en fait, on voit finalement qu'il y a deux secteurs principaux qui se développent aussi, dont celui, pourquoi pas, du design et de l'architecture. Donc nous, on a aussi à cœur de mettre en lumière des entités, des maisons de design, de production, de mobilier qui peuvent aussi accompagner les chefs dans l'ouverture du restaurant. C'est ce qu'on a fait avec l'Astrance et la réouverture de Pascal Barbeau, où Lynn Roset a été vraiment partie prenante du projet, ou par exemple Amélie Maison d'Art, qui est une galeriste très connue sur la place parisienne. Comment on fait pour pas que les chefs se sentent instrumentalisés? Est-ce que, Valentin, c'était déjà arrivé de te sentir instrumentalisé par une marque ou récupéré? Ça m'est jamais arrivé. Tant mieux, c'est que Samir fait un bon travail. Désolé, mais... Non, et ça vient c'est en amont, je veux dire, c'est avec qui tu acceptes de collaborer. Et nous, on bloque tout aussi. C'est-à-dire que tu peux être instrumentalisé. J'ai jamais fait de contenu de cuisine. J'ai jamais cuisiné. De contenu de cuisine? Ouais, j'en ai Ok. accepté qu'un et qui n'est pas sorti encore. C'est-à-dire proposer une recette pour une marque, c'est ça? Oui, enfin, moi, je pourrais me sentir instrumentalisé si on me demande de cuisiner dans un setup d'Instagrammeur, de TikToker, tout ça. Là, je pourrais me sentir instrumentalisé, tu vois. Et du coup, ça ressemble à quoi plutôt les collaborations que tu acceptes? Et là, on en vient justement à cette question de la boussole et de ce qui vous... À quel moment tu dis oui, à quel moment tu dis non? Comment vous fixez les caps? J'ai de la chance déjà. J'ai de la chance parce qu'on en reçoit beaucoup, tu vois. Et toute l'année, on a accepté... Tu reçois combien de sollicitations? Tu saurais les quantifier par, je sais pas, semaine, mois? Par mois? Je sais pas, il y en a que je vois pas non plus, mais une dizaine, je pense. Peut-être. Mais le sujet, c'est pas ça, c'est le... Nous, on accepte, c'est uniquement... En fait, d'abord, c'est l'idée par le cœur. Est-ce que tu as envie de le faire ou pas? Est-ce que tu kiffes la marque? Et après, il y a une stratégie aussi derrière ça. Parce que le rôle d'un agent, en fait, c'est... On accepte un contrat et ça ouvre la fenêtre sur un autre contrat. Et ça, c'est de la notoriété. Et où il faut être juste dans la sélection des contrats qu'on accepte. C'est d'abord, ça part du cœur. Est-ce qu'on a envie de le faire? Ok. Ça, c'est ce qu'il va me demander. Et derrière lui, il va me donner son avis en me disant « Ok, tu as envie de le faire, mais ça va rien t'apporter, en fait, tu vois. » Donc en fait, d'abord, il te demande ton ressenti, Ouais. ton intuition. Et puis ensuite, il Exactement. te dit, voilà, moi, stratégiquement, ma recommandation. Est-ce que ça offre une perspective derrière, tu vois? Donc au final, des collaborations, j'en ai pas fait tant que ça. Quand il pense, il y a eu Chanel, il y a eu Nespresso. Tu veux nous en dire un mot, de l'une ou l'autre, des expériences? Ouais, la plus belle les deux sont différentes, puis je peux parler des deux, Chanel et Nespresso, parce que ça se retrouve, les deux où elles se retrouvent, c'est dans l'accompagnement humain qu'il y a eu derrière. Et moi, j'ai été très touché de Chanel. Et genre super simplement, quoi. Je peux pas... C'était pendant le défilé à Marseille, du coup, du Corbusier, mais ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu rejoins la famille Chanel, en fait, ils te donnent accès à toute la culture autour du projet. Donc de la radio, tu vois, donc ça veut dire rencontrer SCH, ça veut dire rencontrer, je sais pas, Lily Rose Depp, ça veut dire rencontrer Pedro Winter, c'est aller au défilé. Puis là, tu jouais à domicile en plus. Ouais, puis j'étais à la maison. Mais ce que j'ai aimé, c'est il y a beaucoup de détails en fait. C'est avant de faire un événement ou de collaborer, il y a des testings aussi. Et le comportement du client pendant le testing, je le regarde. Et c'est pas parce qu'on fait un testing qu'on accepte le contrat non plus, tu vois.
Ouais, il y a différents moments où tu peux te rétracter aussi, où tu peux dire finalement Ouais. je le sens pas, j'y vais pas. Quoi. Exactement, tu vois. Et là, en fait, c'était du début à la fin, ça s'est bien passé. Mais encore une fois, c'est du business. Hein. Si ça se passe mal, la relation, elle est cassée, tu vois. Donc en fait, ma responsabilité, c'est que ce soit impeccable. Et en plus de ça, si le client est gentil et humain, eh ben, tant mieux, tu vois. Mais Chanel, on est sur une maison indépendante. Et ça, je pense qu'il y a un gros parti là-dedans. Et Nespresso, ben, au final, j'ai eu la même chose. Là, c'était Festival de Cannes. Et ça s'est super bien passé. Et ce que j'ai aimé, c'est Nespresso, il n'y a pas eu de testing. Il n'y a rien eu. Et Ok. on a pu s'occuper de toute la DA du dîner. Et moi, j'ai besoin de ça. Si tu me prives de liberté, j'accepte pas le contrat. Si tu m'en donnes, c'est cool. Mais c'est pas gagné non plus, tu vois. Donc Je- garder ta liberté. Ouais. Tu avais juste le clin d'œil à Livingstone, Jonathan Livingstone, Ouais. le goéland. C'est aussi pour ça que tu avais choisi ce nom pour ton restaurant à Ouais. Marseille. Le goéland libre, l'incarnation de la liberté et du Ouais. fait de papillonner. Donc tu l'incarnes aussi même dans tes collaborations. À fond, mais c'est le travail qui incarne ça, parce que tu seras uniquement libre si tu bosses, en fait. Simplement. Et voilà. Adélie, Hélène, vous, comment vous faites pour choisir et justement à l'étape, donc est-ce que vous fonctionnez de la même manière, à savoir vous proposer un partenariat à vos talents que vous accompagnez et ensuite vous donnez une recommandation, comment est-ce que vous fonctionnez? Il y a un premier filtre? Alors, je vais répondre quelque chose déjà de très trivial. Il y a un filtre purement opérationnel. C'est-à-dire que moi, je suis très attachée à la partie très pratico-pratique concernant le chef. C'est-à-dire, est-ce qu'il est en mesure de produire pour l'événement? Est-ce qu'il va être accueilli dans de bonnes conditions? Et est-ce que la rémunération qui est proposée, parce que ça ne doit pas être un sujet tabou, est à la hauteur de l'investissement qui va être demandé? Donc déjà, on part de ce constat-là pour, comme le soulignait Valentin, ne pas partir sur une relation business qui va être faussée, puisque d'une façon très triviale, en fait, le projet ne pourra pas être réalisé. Après, ensuite, il y a tout un travail évidemment de concordance d'image et c'est ce à quoi on est extrêmement attaché, c'est-à-dire de savoir si le territoire artistique de la marque, de l'entité, de la maison qui nous sollicite va être en adéquation avec le chef auquel ou à laquelle on pense proposer la collaboration. Donc on va avoir des territoires d'expression qui vont pouvoir se mélanger possiblement avec certaines personnes et pas avec d'autres. On va avoir des affinités qui vont être différentes suivant les profils. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait quand on travaille avec des artistes de façon plus plurielle, que ce soit dans la musique, je suppose, par exemple pour Samir, où en fait on examine d'abord ce point-là avant même de commencer à réellement se plonger dans le projet. Et de ton côté, Hélène, comment tu arbitres? Alors, je trouve que tu parles très très bien, mais moi je vais être beaucoup plus cash. En fait, mes chefs sont les boss. Donc, quand j'ai des propositions, déjà je réfléchis avec la marque quel chef pourrait être adapté le mieux. Je propose aux chefs et c'est eux qui décident. S'ils ont décidé, s'ils sont OK, c'est moi qui fais derrière tout le boulot. Mais je veux pas qu'ils se polluent parce que c'est des chefs étoilés, ils ont beaucoup de travail. Déjà dans leur restaurant, ils sont ouverts beaucoup, donc je ne veux pas qu'ils se polluent. S'ils sont d'accord avec l'idée, on y va et je fais la trame derrière pour qu'on les embête le moins possible. Et derrière, on va mettre les pieds dans le plat de l'argent. À quel moment vous vous dites que, comment vous fixez les cachets? Comment vous dites, ok, là le partenariat est suffisamment rémunérateur, il est juste sur le prix. C'est quoi vous avez, je sais pas, un outil Excel, un truc magique ou c'est un peu à l'expérience? Alors pareil, je vais avoir une réponse extrêmement triviale qui est peut-être issue de mon parcours dans la restauration, mais on part uniquement sur des coûts, tout simplement, sur la mise en place du projet. Après, il y a aussi toute la notion de médiatisation qui est autour du projet, qui est absolument à prendre en compte, c'est-à-dire qu'entre une collaboration qui va par exemple se passer à l'étranger sur laquelle il n'y a pas de communication qui est prévue, ça implique un certain montant. Maintenant, si c'est une collaboration par exemple sur le territoire national, sur laquelle en plus il y a, je sais pas, par exemple des leaflets qui sont prévus, de la com qui est prévue sur les réseaux sociaux, des vidéos, du contenu qui doit être réalisé par le chef, là évidemment que la rémunération va être aussi différentes. Donc tout ça, ce sont des paramètres à prendre en compte qui permettent d'implémenter et d'avoir un calcul précis. Une idée très concrète de partenariat sans citer de nom ni de marque, mais je ne sais pas quel est un ticket sur un partenariat pour un dîner pour une marque d'un chef qui a déjà une belle exposition médiatique? Une fourchette, si c'est possible. Moi, je peux te donner la mienne, hein, si tu veux. Hein. Ah ouais. Après, ça dépend. Alors, ça dépend. Si c'est un dîner de Fashion Week, par exemple, et que c'est un buffet de 250 personnes, nous, il n'y a pas de conversation. Si on sépare les choses, et l'image, en tout cas, le fait que je sois là, c'est 10 000 euros. C'est
Ouais. Mais il n'y a pas la conversation n'est même pas ouverte, en fait. Ta présence, c'est Oui, ça, voilà. ça vaut Il y a ça. pas de ça. Et on ne veut pas savoir les costs sur place, les food costs, toute la production, machin. Moi, tout ce qu'on veut savoir, c'est si ce cachet est respecté, si la production est solide derrière. Et ça s'arrête là. Promis, on n'a pas mis ce prix-là pour t'avoir aujourd'hui. D'ailleurs, merci de venir. Non. Et tous les trois, d'ailleurs, gratuitement. Alors moi, comme je fais ce métier, je suis un peu un hippopotame maintenant dans ce milieu depuis 2012. Les tarifs, je les connais tous. Je connais les tarifs de toutes les marques dans tous les milieux. Donc pour moi, c'est très facile de faire des prix. Et évidemment, je travaille avec des minimums. Ça, c'est évident. Il n'y a pas lieu de... Enfin, on ne va pas travailler pour moins de 10 000 euros. Je ne vois pas l'intérêt, en fait. Et après, ça peut aller jusqu'à 150 000 ou 300 000 euros. Pour une collaboration ponctuelle pour un événement. Enfin, moi, je fais pas trop d'événements. Je répète, je fais des partenariats avec des marques. Là, par exemple, j'avais amené, putain, mais je tremble. C'est l'émotion. C'est horrible. Tu veux que je le montre? Blue Label. Donc c'est Johnny Walker. On a fait une collaboration avec Kei Kobayashi sur l'umami. C'est quelque chose de tellement spécifique. Il n'y a que Kei qui pouvait le faire parce que 3 étoiles japonais, il n'y en a pas non plus beaucoup en France. Bon, là, forcément, ce sont des collaborations avec beaucoup de zéros. Mais attendez, je vous rassure, j'en fais des très belles collaborations avec des gros zéros. J'en fais 1, 2 par an, Ouais, pas c'est plus. ce que tu me disais, c'est aussi moins mais mieux. Donc tu fais un gros coup ou deux par chef. Je ne sais pas si c'est ça les chiffres, mais en tout cas... pas multiplier aussi, mais par contre avec des marques qui ont... Et je veux pas les fatiguer, je veux pas les user pour rien, je veux qu'ils soient contents de faire une collab. Une collab, c'est du plus. Et toi, derrière, la rémunération, c'est un pourcentage de ce montant? Oui. Vous aussi, c'est comme ça que ça marche? Ok. On peut savoir à peu près le pourcentage ou pas? Entre 10 et 25%. On a dit qu'on mettait les pieds dans le plat, donc on y... Vous avez vu, moi je dis tout, je suis vraiment cash. On a du monde ici et j'ai envie de vous donner la parole. Vous avez certainement des questions, des interrogations sur ces métiers, sur ces accompagnements. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Ouais. Est-ce qu'il y a un micro qui peut passer sinon? Ah, tiens, donne. Bonjour. C'est une question peut-être un peu indiscrète. Parce qu'on parle de chiffres, de marketing, etc. C'est à peu près combien, Hélène, de votre côté, une rémunération? Non, pas votre rémunération à vous, mais sur une collaboration avec une marque. Vous avez parlé de gros zéros. Avec le micro, ouais. De 10 000 à 300 000 euros, c'est vraiment très variable. Okay. Mais donc, avec tu disais entre 10 et 25% de commission pour moi. Mais après, nous, on fait aussi pas mal de boulot, donc il faut qu'on rémunère. Et puis moi, surtout, je suis un agent, je me rémunère qu'à la commission. Je travaille avec une dizaine de chefs, ils ne me payent pas en dehors des collaborations. Donc, c'est pas de l'argent qui rentre tous les mois pour moi. C'est pour ça que c'est un peu risqué comme métier et qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal à gagner ma vie. J'ai mis 2 ans à gagner un tout petit peu d'argent. Et la question aussi que je voulais vous poser avant de passer à une autre question, si jamais vous voulez prendre le micro, je vais le faire passer. C'était, est-ce que finalement ça devient incontournable de faire appel à des marques pour pouvoir exister en tant que... Enfin déjà, exister et aussi perdurer d'un point de vue vraiment rentabilité, durabilité, quand on est restaurateur et dans une époque où il y a de l'inflation, où on a du mal à payer les charges. Est-ce que c'est aussi une manière d'équilibrer son business? Mais oui, c'est du plus. C'est du plus. Raison, Moi, je le vois sur l'exercice de mon restaurant. C'est avec en ce moment, moi, je n'ai pas de restaurant étoilé, tu vois, mais à la fin de l'année, je vais marger à 5-6% et c'est une bonne année. On a fait les costes toutes les semaines, tout ce que tu veux. Et si on ajoute l'événementiel à ça, on passe à 11% de marge, 12%. Parce que tu réinjectes une partie aussi dans le restaurant. Mais en fait, tu vois, même là, mais ça, c'est pas évident. Oui, après, c'est des décisions d'entreprise, tu vois. Mais ça te permet de redémarrer l'année comptable l'année d'après sereinement, de pouvoir réparer les choses, investir. Et les collaborations, on parle de 10 000 ou 300 000, mais ça dépend du travail. Au plus il y a de thunes, au plus il y a de travail. Tu disais aussi, et après je vais donner la parole, tu disais aussi qu'en fait, c'est pas non plus un hasard si Chanel et Nespresso viennent te voir. C'est pas que parce que tu as fait Top Chef, c'est tout le travail que tu as mis en place depuis t'es jeune cuisinier, tu as 25 ans, ça fait des années que tu es quand même sur la scène et c'est aussi le fruit d'un travail qui est conséquent, quoi.
Ouais, alors j'ai 28. Ah, Voilà, tu me enfin, disais. 25. Ah, ok, pardon. Là, on s'en fout. Mais tu sais, là où je vais être un peu dur, là-dedans, c'est que c'est de l'image. Et quand on accepte une collaboration, chacun, ça, il faut pas parler chinois, quoi. Chacun défend ses. Ce que je veux dire, c'est que l'image que j'ai, elle apporte à la marque, et l'image de la marque, elle m'apporte. Oui. Et à ce moment-là, la notoriété de la marque, elle augmente, et la mienne aussi. Et une collaboration, en général, c'est ça. Et ça, c'est pas un truc de cuisine, tu vois. C'est genre, c'est du marketing, ça. Et le jeu, c'est d'être aligné avec ce que t'aimes. Et de. Tu vois ce que je veux dire. Mais ça, c'est des C'est bases. gagnant-gagnant aussi. Tu veux Ouais, dire, c'est un pas petit que peu, tu vois. c'est pas que toi qui leur rend service en leur prêtant ton image, c'est Ouais, aussi la grave. marque qui. Enfin, Et c'est bah là, toi qui bénéficie de Complètement. Et en l'image de la l'occurrence, un marque. Chanel, c'est Chanel qui me rend service à ce moment-là. Hmm. Parce que sur le marché, il y en a plein, des chefs, tu vois. Mais là, il y a le travail d'un agent, peut-être d'un RP aussi, qui vont travailler, qui vont te permettre d'y accéder. Mais le plus dur, et c'est ce que Hélène, elle disait, c'est qu'au début, elle ne se payait pas. Bah, quand tu es un jeune chef qui s'insère sur le truc, c'est bien d'avoir un agent parce que ça peut te permettre de signer des contrats que tu n'aurais normalement pas signés. Ouais, Parce donc que t'as c'est des pas que Maurice, pour t'as les des chefs qui ont Jean, déjà une t'as des notoriété. Tom, tu vois. C'est pour des chefs aussi qui débutent. Ouais, mais c'est possible en tout cas, tu vois. Mais du coup, c'est. Enfin voilà. Mais ça, on pourra en parler longtemps. On est là pour ça. On a une autre question, Iris. Oui, alors moi, Iris, je me présente en 2 mots, mais je travaille du coup pour l'association Festin et à Marseille et du coup qui travaille sur des projets d'insertion. Et ma question c'était, Valentin, pour le coup, on se connaît et tu as pu intervenir sur une masterclass au Beaumet, qui c'était avant ton passage à Top Chef. Et on parle depuis tout à l'heure de monétisation, de deal entre marques et du fait d'être très sollicité. Je me demandais, du coup, à partir du moment où effectivement on a une certaine notoriété, quelle est la place vis-à-vis aussi de notre travail avec, du travail avec votre agent, à des projets vraiment purement de cœur, justement, et à l'engagement, dans le sens où aussi cette notoriété, vous avez peut-être envie de la mettre au service de causes qui vous tiennent à cœur ou de projets qui sont pas du tout finançables ou financiers, quoi. Bah une année là, comme je viens de vivre, t'es sursollicité, tu vois. Et moi, j'ai même eu une phase où ça dépend ce que tu acceptes, tu vois. Mais moi, c'était pas l'année pour moi. Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai fait Top Chef, j'ai parlé un peu de mon cancer, tout ça. Et la seule priorité que je mettais sur une collaboration, tu sais, non lucrative, où je donnais de mon temps, et ben, il fallait que ce soit là-dedans. Et en fait, à un moment, il faut faire un choix, tu vois. Et ce qui a changé depuis l'opération qu'on a fait ensemble et maintenant, c'est le temps, tu vois. Le temps que j'ai disponible et l'énergie que je peux donner aux gens. Parce que quand tu es dans ma position, l'énergie que je dépense à en donner, tu vois, c'est une place qui est particulière, tu vois. Dans l'idée, en fait, dans l'idéal, tu voudrais tout accepter. Mais à la fin, tu te desserres. Et c'est là où il y a le travail du management derrière. Et en fait, on essaie de mettre en priorité ce que je veux. Et Samir, il va me dire, OK, ben, tu veux mettre un projet de cœur ou un projet qui te tient à cœur, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. Et là, cette année, et même pour l'année prochaine, les seuls projets qui ne sont pas business, machin, ce sera autour de la santé. Mais il faut aussi accepter que quelqu'un, tu vois, dans ma position, puisse pas donner son temps, parce que c'est des remarques que j'ai prises, tu vois. Et ça, c'est des trucs de merde. T'es dans la rue, on va dire, ouais, t'as changé, tu vois. En fait, c'est pas que t'as changé, c'est juste que j'ai plus de travail et je veux plus donner mon énergie comme avant, tu vois. Ouais, complètement. Voilà. Ça, je comprends. Mais du coup, c'est vrai que la question, c'était comment ça fonctionne, et c'est un travail que vous faites avec l'agent. Ah oui, et, oui. et que du coup, tu arrives à avoir pour le coup un regard sur toutes les demandes, et tu dois faire un choix. J'ai pas un regard sur toutes les demandes parce que le travail d'un agent, je pense que c'est de trier aussi. Et là, c'est de la confiance que tu as avec ton agent. Je me pose jamais la question de savoir si Samir... S'il m'en parle, c'est que ça vaut le coup. S'il m'en a pas parlé, c'est que ça va rien nous apporter, tout simplement, tu vois. Il fait un premier filtre. Ouais, voilà. Merci. Je crois qu'il y avait une question ici. Oui, déjà, merci, bonjour. Merci à tous. Je veux juste savoir, dans les cachets, est-ce que ça inclut tous les coûts qui vont être nécessaires à la réalisation du projet, ou ça, c'est pris en compte par la marque ou par les... C'est variable, c'est en fonction des marques. Soit tu as un cachet, puis après les frais de déplacement, frais d'hôtellerie, tout ça. Enfin, c'est très variable. Tout ça se négocie vraiment, une fois que tout le monde est d'accord.
les sommes que vous avez données en exemple, c'est pas forcément les sommes définitives, ça peut être des sommes à laquelle il va falloir imputer les différents frais ou les différents... bref. Oui. Ok, merci beaucoup. Il y a la question. Après, la nouvelle chose dans les contrats, je trouve qui est très marrante, c'est avant, on ne me parlait pas d'Instagram, mais maintenant, dans les contrats, il y a carrément une partie sur Instagram, le nombre de posts, le nombre de stories. Et ça, quand j'ai commencé dans le métier, ça ne se faisait pas du tout. Donc, c'est vraiment rentré aujourd'hui dans la négociation Instagram. Oui, complètement. Comme on le disait tout à l'heure par rapport à la communication liée à un événement, le prix qui va être négocié sur la collaboration va aussi prendre en compte toute la médiatisation qu'il y a autour, s'il y a un Reels, s'il y a 3 stories, s'il y a une vidéo avec la marque, etc. Donc ça, ça fait partie des alinéas qui font partie du cahier des charges à part entière de l'entité. Et ça, tu es à l'aise avec ça, Valentin, par exemple, sur la partie Instagram, vraiment? Ouais, j'ai pas de... Ouais, grave, pas de souci. Pas de problème avec ça? Non, ouais, en fait, si tu veux, la façon dont j'utilise mon Instagram, quand il y avait 2000 personnes qui me suivaient, c'était la même, tu vois. Donc, j'ai pas changé de... Et on collabore rarement, justement, avec des clients qui demandent trop ça, tu vois. Okay. Mais par contre, Hélène a raison, ça fait partie du game, tu vois. Et pour répondre à ta question, si tu veux un conseil sur une signature de contrat, dissocie ton image de l'opérationnel. Et si ton argent elle se retrouve au milieu de l'opérationnel, eh ben, tu ne te feras pas autant d'argent, tu vois. C'est ça, je pense, c'est ce que je pense. Après, c'est clair que quand tu fais une collab avec Chanel, tu es fier de la montrer sur Instagram. Grave. Ouais, tu me disais, je suis fière de toutes les collabs que j'ai faites de l'année, de cette année. Tu me disais ça au téléphone? Ouais, je suis fier moi, je suis fier de tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait. Et je suis très fier de la précision de mon management, en fait. Et de l'accompagnement et Parce que si tu veux, ce qu'un artiste va faire, ce qu'on va voir à travers d'un Jean ou d'un Maury ou de moi, c'est derrière, il y a des mecs qui taffent tout le temps, tu vois. Des personnes comme Hélène, quoi. Donc moi, je suis fier de cette précision-là. Et si tu vois quelqu'un d'épanoui dans son année et tout, c'est qu'il est t'es en adéquation, du coup, avec ton management. Et moi, je suis fier de tout. Moi, je peux te dire, j'ai fait très très peu de collaborations où les chefs n'étaient pas fiers, mais quand ils sont pas fiers, en fait, ça sert à rien. Moi, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, si vous n'avez pas envie de le faire, même si c'est super payé, faut pas le faire, parce que tout le monde, personne va être content. Le client va pas être content. Tu vas pas être content. Moi, je vais pas être contente. Donc, je préfère trouver un autre chef, et j'ai la chance d'avoir un panel assez large, et dire, écoute, je préfère proposer à un autre de tes confrères qui sera plus à l'aise avec le deal. Et du coup, sur le moment, il dit, ah oui, quand même. Puis après, ah non, c'est bon, je pouvais vraiment pas le faire. Donc, en général, il y a quand même les chefs, ils sont très intelligents. Ils travaillent avec le cœur, ils savent ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent pas faire. J'ai jamais eu des chefs qui me disaient, ouais, je sais pas. Il n'y a pas eu de loupé? T'as pas un moment où en fait tu t'es dit ok, si, sans forcément citer. J'ai voulu travailler avec un chef un peu funky, avec des tatouages, mais ça a été moitié bien, moitié pas bien. Donc je sais pas. Aujourd'hui, je suis revenue à ma base de chef. Ton critère, c'est pas de tatouage. Ok. Est-ce que Adélie, tu as justement peut-être un loupé, une histoire où tu t'es dit ok, là en fait on n'est pas là où on doit être, il faut qu'on réajuste, ou est-ce que tu as fait en sorte que ça n'arrive pas, sans forcément donner de nom, parce que j'ai bien conscience que c'est délicat. En fait, on n'y est juste pas allé. Ok. Donc tu on l'as a senti. reçu le brief. Il n'y avait pas tellement besoin de ressentir quoi que ce soit, puisque c'était pour une marque d'agroalimentaire qui fait des produits en conserve et qui voulait accoler l'image d'un des chefs que je représente sur ces boîtes-là. Donc en fait, de toute façon, à la lecture du brief, même s'il y a eu beaucoup de forcing par la marque, on ne se pose pas tellement la question. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas d'histoire de territoire artistique et de développement d'identité, c'est juste non. Et on se le dit beaucoup entre nous, c'est un métier où on dit énormément non et où on choisit très précieusement nos oui pour pouvoir justement continuer à sacraliser l'image de ce chef-là, du chef qu'on représente, et éviter en fait une marchandisation constante de son image et de sa personne. Donc voilà, un loupé, non, parce qu'on a dit stop immédiatement. Pas la tête du chef sur les boîtes de raviolis. Est-ce qu'on a une autre question d'abord et ensuite toi. Valentin, moi je me demandais quelle collaboration tu ne trouvais pas éthique, que tu n'aimerais jamais faire ou qui ne t'attire pas selon tes valeurs en fait, à toi. Ta ligne rouge. Je sais pas, ce serait cuisiner pour Marine Le Pen, tu vois.
Non, mais c'est important de le dire. Non, mais si, moi ça peut être politique d'abord, tu vois, si je me retrouve pas. Si j'ai pas de. L'agroalimentaire, j'en sais rien, tu vois. Et ça dépend où t'en es en ce moment dans ta vie. Là, j'en ai pas besoin, tu vois. Mais qui te dit que dans 5 ans, je me dise, mais en fait, c'est quoi, je vais le faire. Et ouais, Monsanto, oui, ouais, carrément, Monsanto. Tu pourrais dire oui à Monsanto? Mais le truc, c'est que j'ai pas de. Je me pose même pas cette question, en fait, tu vois. Je sais pas. Tu dis Ouais, que voilà. Tu peux demander à Samir ça. Merci. Bonjour. Je me posais juste la question parce que j'entends parler depuis tout à l'heure. Vous parlez de la relation que vous avez avec les chefs ou avec vos agents. C'était juste pour savoir si c'était une relation qui était toujours bilatérale ou s'il y avait potentiellement d'autres acteurs comme, je sais pas, une boîte de personal branding spécialisée. Des fois, est-ce que vous avez à traiter avec d'autres personnes dans la manière dont un chef va se présenter, etc. Alors, par exemple, Valentin, on a l'impression, quand on vous suit sur le réseau, que c'est très vous-même derrière, voilà, vous postez ce dont vous avez envie, etc. Mais est-ce que des fois, il y a des chefs qui travaillent aussi avec des agences comme ça externes qui peuvent un peu guider aussi le contrat, les partenariats, etc. Donc, comme je disais en préambule, moi, je ne suis qu'agent, donc je ne peux pas faire le reste. Donc, si on a besoin d'autres compétences, on va les chercher ailleurs, en fait. Oui, mais est-ce que du coup, tu as un travail parfois avec justement des relations presse? Est-ce que tu fais on a un réseau. Moi, j'ai mon réseau. Si j'ai besoin de relations presse, je sais à qui je fais appel. Vous voulez répondre? Ajouter quelque chose? Moi, écoute, je connais pas de. Enfin, j'ai pas de potes en tout cas qui passent par des services externes. Mais si tu poses la question, c'est que ça existe, je pense, tu vois. Et. Hein? Ouais, mais la question, c'est pas un attaché de presse. Oui, tu peux répondre à Délie, tu peux. Ouais, attends, ta question exactement, c'était quoi? Bah, s'il y a quelqu'un, en plus de la relation entre l'agent et le chef, si c'est possible d'avoir Ouais, aussi. c'est ça. Moi, j'ai bossé en fait avec un moment avec des sportifs. Oui. Par exemple, et c'est vrai que certains sportifs étaient coachés par des boîtes extérieures de personal branding, voilà, pour essayer de gagner en popularité, par exemple, et qui étaient différents de leur agent qui signait ensuite le contrat. C'était pour savoir si ça se passait aussi de la même manière avec les chefs dans le milieu de la cuisine. Ouais, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, non, tu vois. Et effectivement, Adélie, elle parlait d'un représentant de presse où j'en ai un, tu vois. Mais là, on est sur deux choses différentes. Tu parles de quelque chose d'artistique ou tu parles de créer une marque autour de toi, tu vois. En vrai, moi je trouve que tout ça, ça prend beaucoup de proportions et que réellement, on fait de la cuisine, tu vois. Et ce qui va te permettre de signer des contrats, c'est d'être très fort le jour J, continuer à te développer. Si tu as un restaurant, tu fais au mieux. Mais si tu commences à chercher des boîtes comme ça, là, je sais pas comment ça s'appelle, bah, c'est que tu prends la mauvaise direction, tu vois. Tu veux pas faire de personal branding, Valentin? Non, mais au final, on a notre branding. Moi, je l'ai, tu vois, mais c'est à moi. Et tu sais, je suis indépendant, quoi, tu vois. Mais tu peux pas vouloir être indépendant et passer par quelqu'un d'autre. Enfin, c'est pas intéressant comme travail, ça, je trouve. Ça commence à être une usine à gaz autour d'une personne après, peut-être. Mais bon, j'imagine que si ça se fait dans le milieu du sport, ça pourrait aussi toucher le milieu de la gastronomie. On a encore quelques minutes. Ouais, s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, et je reviens vers toi, sinon, pour donner la parole au plus de monde possible. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Merci. Bonjour. Alors ma question elle est plus pour les agences. Du coup vous dites que vous parlez du coup que vous travaillez avec des chefs étoilés. Mais à quel moment est-ce que c'est vous qui allez les chercher pour les mettre dans votre portfolio ou c'est les chefs qui viennent vous voir en vous disant écoutez je vois ce que vous faites, ça m'intéresse, j'aime bien la direction que vous prenez, j'ai envie de travailler avec vous, avec agence marquée chef plutôt que l'agence 14 septembre? Mais on ne fait pas le même métier. Hein. Moi, honnêtement, j'essaie d'aller vraiment trouver des jeunes chefs qui veulent avoir 3 étoiles Michelin. Donc c'est hyper ambitieux et parfois on se plante. Mais par exemple, quand je suis allée voir Tom Meyer il y a 3 ans, il n'avait pas d'étoile, il n'était pas MOF, personne ne le connaissait. Et je savais par ma pratique et par avoir vu des aînés à lui, puisque j'ai 47 ans, donc je travaille avec des chefs aussi de mon âge, qu'il avait tout pour réussir. Maintenant, il va réussir ou pas, c'est pas moi qui cuisine, je suis pas au guide Michelin, donc je sais pas. Maintenant, j'essaie quand même d'aller démarcher vraiment des jeunes pousses. Et après, j'ai évidemment mes chefs que j'ai depuis 10 ans. Et tu as des demandes entrantes aussi? Oui, mais malheureusement, aujourd'hui, moi, je travaille toute seule. J'ai pas trop le temps de travailler avec d'autres chefs.
Après, il faut vraiment que le chef soit... Qui me fasse rêver, quoi, parce que là, j'ai déjà assez de boulot. Toute seule, tu arrives à accompagner combien de personnes? Une dizaine. Une dizaine. Parce que je suis que sur un métier. Hein. Je répète encore une fois, je suis que agent de chef. Donc. Oui, alors comme le soulignait Hélène, c'est vrai qu'on a deux fonctionnements extrêmement différents, donc entre marque et chef, qui existent du coup depuis 2012, si c'est bien ça. Et nous, donc côté 14 septembre, où on existe depuis plus de 25 ans, c'est vrai qu'on a une expertise globalement sur les relations presse et influence, avec aussi différents pôles qui accompagnent toute cette expertise-là. Et du coup, évidemment, le pôle plus agent et collaboration. Donc, grâce à ce réseau-là, c'est vrai qu'on bénéficie globalement d'une belle redirection de talents qui veulent travailler avec nous et qui ont à cœur d'avoir cet œil extrêmement global sur l'image. Nous, en fait, on s'est rendu compte rapidement en interne que gérer des relations presse impliquait en fait de gérer toutes les prises de parole extérieures du ou de la chef qu'on accompagne, ce qui, du coup, de facto, nous mène aussi à gérer ces images liées aux collaborations et aux partenariats en fait, qu'on peut faire. Donc c'est vrai que Hélène est sur un secteur extrêmement spécialisé et je suppose qu'on sera peut-être même un jour amené à se croiser sur différentes OP. Nous, on va avoir un œil beaucoup plus global qui va mettre en lien. On est plus matchmaker au sein de l'agence avec du coup différentes entités qui peuvent venir à nous. Bon, il y a quand même une grosse partie juridique aussi. Les contrats, c'est quand même très compliqué aujourd'hui. Avant, ils faisaient peut-être 3-4 pages. Maintenant, j'ai des contrats de 30 pages. Donc, Et ça, tu ne te fais pas aider par des avocats? En général, j'ai l'habitude, donc j'arrive bien à repérer. Mais j'ai toujours une relecture par mon avocat, mais qui est vraiment pour me dire s'il y a vraiment un truc que je n'ai pas vu, ce qui est quand même très rare. Mais, Merci. Petite dernière question. Allez. Moi, je me demandais, en tant que chef, comment vous faites, toi Valentin, ou que ce soit vos clients à vous, comment vous faites pour partager votre temps justement entre votre restaurant et vos collaborations? Comment vous arrivez à équilibrer tout ça et à vous dire, faut pas que je délaisse mon restaurant pour trop de collaborations? Comment se trouve l'équilibre en fait? Quand j'ai capté que j'allais loin dans Top Chef, c'est là où j'ai mis le restaurant en résidence. Pour moi, c'était la meilleure, tu vois, c'était la chose la plus saine à faire, quoi. Tu peux dire un mot des résidences, du format que vous avez choisi? En gros, j'ai un format où j'invite une équipe et pas qu'un chef, donc tu peux pas venir tout seul. La durée de temps, c'est 6 mois. Et la responsabilité que j'ai, moi, c'est l'accompagnement au début. Donc là, j'ai ma résidence qui vient de commencer, une nouvelle là, cette semaine, où je passe les 2 premières semaines avec toi. Et mon rôle après, moi, c'est plus sur l'aspect food cost ou des choses comme ça, et que ça se passe bien aussi, tu vois. Mais l'idée, c'est de laisser ma cuisine. On essaie de travailler une DA, une direction artistique un peu, tu vois, on essaie de se comprendre. Avant ça, il y a une sélection quand même, parce qu'on a reçu beaucoup de profils. J'essaie de trouver la personne qui se rapproche le plus de notre style. Et après, Most, tu vois, ils font leur live. S'il y a le resto, moi, je fais en sorte que ça se passe bien. Et moi, ça me permet d'investir du temps sur les événements, parce que si tu décides de vivre cette vie, ça va te prendre tout ton temps, tu vois. Et juste, moi, je veux juste dire un truc, sans parler des questions et tout, c'est que là, on parle d'agents, d'images, de cachets. Le plus important, c'est la cuisine là-dedans. Et que tu ne signeras rien si tu n'es pas bon dans ce que tu fais. Et ça, c'est 15 ans de travail, 10 ans de travail. Et c'est un monde qui est compliqué. Si tu commences à faire de l'événementiel et à être concerné par les contrats et que tu cuisines encore, toute l'idée, c'est de continuer à cuisiner et de se développer. En tout cas, moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Et je pense que c'est là où on se rejoint tous les trois. Mais c'est important d'en parler. On n'en a pas parlé depuis tout à l'heure. Et parce que ça fait aussi du mal à la cuisine, tout ce qui est en train de se passer. Et c'est important que le fond soit respecté. C'est-à-dire la cuisine et le goût, oui, la qualité. Cuisine, le goût, la qualité, qui est le client aussi. On parlait de Chanel, si j'ai adoré Chanel ou Nespresso, c'est qu'ils étaient vraiment là, ils prenaient vraiment le temps de manger, tu vois. Et c'est pas tout le temps le cas avec certains collaborateurs, et, tu vois. Hélène, le mot de la fin. Donc les chefs avec qui je travaille, pour répondre à votre question, ils font jamais d'événements quand ils sont ouverts, ils sont toujours dans leur cuisine. C'est aussi pour moi comme ça que je les aime. Si c'est un chef qui est jamais dans sa cuisine, je comprends pas en fait. Donc il s'arrange, et s'il y a vraiment un soir un événement qui est vraiment important, il va fermer le restaurant et on va facturer la fermeture du restaurant pour pouvoir finalement payer les équipes et faire l'événement à côté. La cuisine avant tout et la restauration comme métier quand même Surtout moi, de la base. cuisine avant tout. Merci beaucoup à tous les trois pour votre temps, c'était précieux.